J'ignore le prix qu'il me faudra payer pour avoir rompu ce qu'en alchimie nous appelons silentium. Cependant, vu les expériences de nos confrères, nous aurions dû éviter de perturber les profanes en leur imposant notre savoir. Moi, Varelli, architecte résident à Londres, ai rencontré les 3 mères et leur ai dessiné et fait édifier 3 maisons. Une à Rome, une à New York et la 3e à Fribourg. J'ai hélas découvert trop tard que de ces 3 domiciles, les 3 mères dirigeaient le monde dans la douleur, les larmes et les ténèbres. Mater Suspirorum, la mère des soupirs, la plus âgée des 3, se trouve à Fribourg. Mater Lacrimarum, la mère des larmes, la plus belle des 3 sœurs, dirige Rome. Mater Tenebrarum, la mère des ténèbres, la plus jeune et la plus cruelle, contrôle New York. Dire que j'ai fait leurs horribles maisons, qui recèlent tous leurs répugnants secrets. Ces soi-disant mères, ces marâtres, incapables de créer la vie, sœurs infâmes. Bonjour toi là, qui est sur les antennes de Footrack, la playlist de l'enfer. Moi c'est David, le grand maître des ninjas, rebaptisé aujourd'hui Père Tenebrarum. On va dire ça, je suis le Père Tenebrarum, et avec moi j'ai le Père Lacrimarium. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, Monsieur Bouxtachu, comment vas-tu ? Ça va très bien. Salut les films au bord, comment ça va ? Je sais pas s'ils vont bien, mais en tout cas, ils ont peut-être compris de quoi on va parler, parce que de toute manière, Ecobis, Lorenzo Bis nous a préparé une vignette d'exception. C'est lui qui nous a fait la vignette qui est de qualité, comme d'habitude. Et allez chez Ecobis sur YouTube, vous allez voir que ces émissions sont de qualité exceptionnelle. Donc, le 3e père, j'allais dire, ou la 3e mère, je ne sais pas. Est-ce que c'est un homme ? Je ne sais pas. Le doc est avec nous. Comment tu vas-tu, père Suspirarium ? Suspiriorum, je suis Père Suspiriorum. Ben ça va très bien, impeccable de mon côté. On commence avec un peu de latin, là c'est pas mal, c'est sympa. Ça fait un télo un peu. Voilà, j'aurais dû réviser mon latin, mais j'avoue que ça va être compliqué. J'aurais dû boire quelques bières parce qu'en général, quand on est alcoolisé, on sait parler latin. En général, à certains niveaux. Ouais, c'est ça. Ça commence bien, n'importe quoi. Donc, on est ravis parce que nous, on s'était quitté sur quel podcast ? C'était le dentiste, je crois, la dernière fois. Exactement, le dentiste voilà, de Brian Yuzna. Voilà, on s'était bien marré. Ah ouais, c'est un très bon podcast, on s'est bien fendu la tronche, un bon moment. Un bon moment, on avait recommencé 3 fois. C'est vrai. C'est ça. Ah. Et aujourd'hui, enfin, là, on va parler, je vais le dire là, on va parler de la trilogie des 3 mères de Dario Argento, mais ça a failli changer le planning, les plannings de chacun. Il y a le doc qui avait un petit week-end en amoureux, donc il a dit on reporte la prochaine fois, mais finalement on est là parce que voilà, le planning d'été, on va dire, c'est le trilogie des mères. Et pour le mois d'août, on est encore là chez Footrack. On reste ici, on parlera de... Monsieur Bouxtachu, est-ce que tu sais le programme pour le mois d'août ? Je le sais, mais si on gardait la surprise. Bah, c'est déjà dit sur les réseaux. Oh. Voilà, on fera un double programme spécial, la soupe aux choux et le gendarme et les extraterrestres, que j'ai regardé il y a quelques jours là. Et du coup, ça m'a pris la folie. J'ai dit pourquoi pas remplacer, parce qu'on devait faire Mondo Canet, spécial Mondo Canet. Et finalement, allez, mois d'août, on va dire épisode léger, un peu comme ça. Donc on fera la soupe aux choux. Et du coup, on devait faire ce soir la soupe aux choux et gendarme et les extraterrestres, parce que le doc, voilà, il avait un empêchement, mais finalement, il est là. Même si on a commencé un petit peu en retard, parce que les aléas, nous, on fait des podcasts, mais on maîtrise pas trop. Et surtout, des fois, moi, je suis un peu en panique. Alors, monsieur Bouxtachu, n'en parlons pas. Mais tout ce qui est informatique et tout ça, on a ouvert Guy Logiciel en même temps, Herveline qui était là aussi pour parler du studio de septembre. Parce que, voilà, on va le dire comme ça, ça sera adaptation cinéma Stephen King. Donc, on vous en dira plus tard. Mais voilà, on a choisi nos films et du coup, il y avait Messenger allumé. Teams allumé parce qu'il n'y a plus Skype, il y avait Audacity, tout était allumé. J'espère que l'enregistrement va bien marcher parce que je ne sais plus où je donne la tête. Il devient fou. Il devient fou, complètement fou. Et que voilà, on est prêt pour enregistrer. Je sais même pas, j'avais préparé un petit truc, mais c'est pas grave. Je voulais faire la petite voix un peu comme dans Suspiria, la sorcière et tout, mais c'est tombé à l'eau. On s'en fout maintenant. Donc voilà, on va parler le doc. Je sais que tu nous as préparé un
un petit laïus. J'ai vendu la mèche, mais bon, c'est pas grave. Je Ouais, te laisse bon, la parole un peu pour. c'est très bien, il n'y a pas de souci. Donc le thème de ce trio, avant on avait des duos, là ça va être un trio. Donc le thème de ce trio, c'est comme tu l'as dit, donc la trilogie des Trois Mers. Donc 3 films réalisés par Dario Argento en l'espace de 3 décennies. Puisque les 3 films en question, alors je vais donner leur titre, mais on en discutera bien évidemment plus en profondeur un peu plus tard, c'est Suspiria, Inferno et la Troisième Mer, qui sont respectivement sortis en 1977, 1980, donc les 2 premiers films sont rapprochés, et le dernier donc est sorti plus tard, plus récemment, en 2007. Alors, je parlerai pas plus que ça de Dario Argento, parce que sinon on pourrait en parler pendant bien longtemps, juste pour introduire ce personnage que vous connaissez certainement si vous écoutez régulièrement Footrack. Donc c'est un réalisateur italien, Dario Argento, et c'est l'un des piliers du cinéma bis italien que l'on affectionne donc tout particulièrement à Footrack, la playlist de l'enfer. C'est un réalisateur qui a surtout œuvré dans le cinéma d'horreur, alors d'horreur au sens large, même si après il n'a pas forcément fait que ça, mais il a fait beaucoup de cinéma d'horreur. Et c'est vraiment un réalisateur, alors réalisateur et scénariste, on a un peu tendance à l'oublier, mais il a écrit pas mal de scénarios également. Et c'est un réalisateur qui est particulièrement prolifique, avec une carrière de réalisateur qui s'étale de 1970 avec L'oiseau au plumage de cristal, et puis là aussi plus récemment en 2022, c'est la date de la sortie de son dernier film qui est Lunettes noires. Donc plus d'un demi-siècle de réalisation pour Dario Argento. Alors, il est à l'origine de nombreux classiques, grands classiques du cinéma horrifique bis italien, comme L'oiseau au plumage de cristal, je viens de le citer. Il y a Les frissons de l'angoisse, Ténèbres, Phénoména, Opéra, Trauma, et puis beaucoup d'autres. Ça y est, là tu as dit les fruits. Voilà, de Rosso, là ça y est, je sais plus où je suis. Je sais où j'habite. Et il y en a encore beaucoup d'autres qu'il a fait. Et l'un de ses chefs-d'œuvre, c'est justement la trilogie qui nous intéresse aujourd'hui, donc la trilogie des Trois Mers. Donc c'est ce dont il est question pour cet épisode de Footrack. Alors pour introduire rapidement cette trilogie, c'est une trilogie qui est inspirée de Suspiria de Profundis. Donc c'est un roman du milieu du 19e siècle, dont le titre peut se traduire par Soupir des profondeurs. Là encore, on fait un peu de latin. Et c'est Thomas de Quincey qui a écrit ce roman, alors que je n'ai pas lu du tout, pour être honnête. Et c'est un roman qu'il a écrit à partir, visiblement, d'après ce qu'il a dit, de certains de ses rêves ou de ses cauchemars. Alors après, je ne sais pas trop ce qui relève exactement du fantasme et de la réalité. Et dans l'un de ses rêves, il aurait vu la déesse Levana, donc qui est une sorte de déesse romaine de l'accouchement, à lui présenter 3 femmes, trois sœurs. Donc ces 3 femmes, alors on en a un peu parlé il y a quelques instants, c'est Mater Suspiriorum, donc que l'on peut traduire par Mère des soupirs ou Notre-Dame des soupirs, qui est l'aînée. Il y a Mater Lacrimarum, donc Notre-Dame des larmes, et celle qui est visiblement la plus jeune, la plus belle, Mater Tenebrarum, donc Notre-Dame des ténèbres. Et donc Dario Argento, dans sa trilogie, il a fait de ces dames-là des sorcières quasi immortelles qui voulaient dominer le monde par la terreur au Moyen-Âge. Et il a donc axé sa trilogie sur ces 3 femmes maléfiques qui se sont ensuite installées à Rome, donc en Italie, à Fribourg en Brisgau, donc c'est en Allemagne, et puis également à New York aux États-Unis. Et donc Dario Argento, il a réalisé un film pour chacune de ces 3 sorcières, pour mettre en scène, en fait l'idée de ces films, c'est de mettre en scène leur destruction, leur mort, qui se passe dans un monde qui est un monde contemporain.
Donc voilà pour la petite présentation de cette trilogie qui nous intéresse ici. Puis maintenant, on va pouvoir discuter de chacun de ces 3 films qui composent cette trilogie. Voilà, et on va, je pense, manger les noms à chaque fois. Suspirorium, Lacrim, voilà. Bon, voilà. C'est ça. On va essayer de pas bafouer. Et mais merci encore le doc pour cette présentation magistrale. Il m'a dit, oh non, j'ai pas fait grand-chose. Bon, quand même, hein. Voilà, bravo, on l'applaudit dès demain. Et voilà, pour la présentation de, on va dire, cette... Alors voilà, tout à l'heure tu lui disais, c'est le double programme qui n'en est pas un faux double programme, trio voilà. programme, je sais pas comment on va dire, mais on laissera dans l'intitulé double programme, c'est pas grave, hein. On reviendra au classique le mois prochain, mais voilà, on va voyager hein, d'Allemagne, on va aller à New York et on finira à Rome avec Monsieur Boustachu. Bon, je balance un peu les bails pour qui va faire les films. Et on va commencer tout de suite. Où on va voyager d'abord? On va voyager en Allemagne. Eh oui, c'est en Allemagne. C'est moi, j'avais un doute, n'importe quoi. Eh ben, le doc, mais tu vas avec la parole. Tu lances la musique à cette musique. Oh là là. Et on se retrouve. Ah ouais. Mythique. Allez, c'est parti.
Donc ce thème mythique, iconique du cinéma d'épouvante que l'on vient d'entendre, c'est le thème de Suspiria. Donc le premier volet de cette trilogie des trois mères de Dario Argento. Et c'est donc un film qui va traiter de la première mère, donc la première sorcière qui est Mater Suspiriorum, donc Notre-Dame des Soupirs, et qui s'est installée à Fribourg en Brisgau. Alors pas Fribourg, le Fribourg que tout le monde connaît, mais là c'est Fribourg en Brisgau qui est en Allemagne. Pour commencer à discuter le scénario, alors le scénario du film au final il est assez simple. Il raconte les déboires d'une jeune danseuse américaine donc qui s'appelle Suzy Bagnon et qui débarque dans une école de danse très réputée donc en Allemagne. Et en arrivant à l'école de danse, durant une nuit très pluvieuse, eh bien, elle est témoin d'une scène particulièrement étrange, où elle voit une élève qui sort de l'école en criant quelques mots qu'elle ne comprend pas sur le coup, avant que celle-ci, donc cette élève, prenne la poudre d'escampette et puis va partir courir en plein milieu de la forêt, en pleine cambrousse. Et donc cette scène-là, qui est donc au début du film, où on voit la jeune danseuse crier des mots jusqu'alors incompréhensibles, et ça va ensuite devenir une scène qui sert un peu de clé de voûte pour tout le reste du film, parce que c'est dans cette scène-là qu'est un peu caché le message secret qui va permettre de poser toute l'intrigue du film. Donc après, Suzy, pour revenir à elle, elle va pas avoir accès au pensionnat cette nuit-là, et puis elle va revenir donc à l'école le lendemain matin, où elle va apprendre que la jeune femme qu'elle a vue la veille, elle a donc visiblement disparu la veille au soir. Et donc Suzy va être très intriguée ensuite par certains événements qui vont survenir dans l'école, et elle va un peu se renseigner sur l'école et découvrir donc cette fameuse légende des trois mères, donc les trois sorcières. Donc légende qui constitue, comme je le disais un peu plus tôt, le fil conducteur de la trilogie de Dario Argento. Et donc Suzy va découvrir que l'une de ces trois mères, donc c'est Mater Suspiriorum, qui semble s'être ensuite installée à Fribourg en Brisgau, et c'est ensuite dans cette bâtisse-là où elle s'est réfugiée qui est devenue donc l'école de danse en question. Et cette école de danse a perduré en servant un peu de société écran pour une sorte de sororité, on pourrait dire, une sororité de sorcières qui gravitent autour de Mater Suspiriorum. Suspiriorum, on va écorcher les noms, de toute façon, c'est sûr. Et donc cette fameuse Mater Suspiriorum, cette sorcière, il semblerait qu'elle soit toujours vivante et cachée, planquée par la sororité qui est donc dans cette école de danse. Alors pour l'anecdote, le titre Suspiria, il est donc directement inspiré du nom de cette sorcière, donc Mater Suspiriorum. Et donc je vois le monsieur Bouksachu qui il était à deux doigts de se moquer de toi. Non, pas du tout. C'est que je me disais Suspiriorum, c'est bien parce que moi comme ça me fait réviser, comme ça quand je le sortirai, normalement je me tromperai pas. Suspiriorum, voilà. Et donc tout le film va être ensuite basé sur la découverte très progressive de cette sororité de sorcières que Suzy va finalement mettre à jour en se remémorant notamment les paroles qui ont été prononcées par la jeune danseuse le soir de son arrivée. Alors voilà, au final le scénario il est assez simple et quelque part l'intérêt du film ne réside pas du tout dans le scénario. Suspiria, c'est vraiment un film qui a marqué son époque, donc la fin des années 70, par deux aspects. Le premier, c'est vraiment sa photographie qui est très, très particulière, avec des dominances de teintes bleues et de teintes rouges qui sortent de l'obscurité et qui donnent véritablement un cachet vraiment très, très particulier, très singulier au film, et c'est vraiment cette photographie qui est un élément essentiel du film et vraisemblablement qui a fait tout le succès du film.
Alors visiblement, ce sont quand même des couleurs qui sont surtout ressorties et qui ont été mises en exergue lorsque le film a été remasterisé à partir des négatifs originaux par la société Wildside. Et puis juste, voilà, tout à fait. Et juste pour citer son nom, donc le directeur de la photographie, c'est un certain Luciano Tovoli, qui est un directeur de la photo qui a pas mal travaillé avec Dario Argento. C'est notamment lui qui avait fait également la photographie de Ténèbres, donc un autre grand classique de Dario Argento. Et outre cette photographie très particulière et très singulière, l'autre gros atout de Suspiria, c'est vraiment l'ambiance du film. Suspiria, c'est vraiment un film d'ambiance qui distille une atmosphère mystérieuse, ésotérique, avec une sorte de tension permanente que l'on ressent pendant tout le film, ou une bonne partie du film. Et cette ambiance-là, eh bien, elle est notamment due à la réalisation particulièrement efficace de Dario Argento, à la photographie dont je viens de parler, et également à la musique du film, la bande sonore du film. Donc voilà un peu pour le scénario de Suspiria. Le réalisateur, bon, on l'a déjà évoqué, je ne vais pas en reparler plus que ça, c'est donc Dario Argento. Je pense que tout le monde le connaît un minimum. C'est également lui qui a co-scénarisé le film. C'est un scénario qu'il a coécrit avec une certaine Daria Nicolodi. Alors Daria Nicolodi, c'est pas forcément un nom très connu dans le bis italien. En tout cas, moi, c'est pas un nom qui me parle plus que ça. Mais en fait, elle a écrit quelques scénarios, mais elle est surtout connue pour avoir été une actrice, notamment dans des films bis italiens. Alors c'est pas une actrice des plus connues, mais par exemple, c'est elle qui lit l'histoire dans le film Sinbad d'Enzo Castellari avec Lou Ferrigno. C'est une histoire qui est lue à une petite fille, je crois, ou à un gamin. Il me semble que c'est une petite fille, mais je crois qu'on l'avait évoqué, je crois. Et donc qu'on l'avait évoqué, mais on l'avait déjà évoqué à je sais plus quel épisode, effectivement. Et donc celle qui lit l'histoire, eh bien c'est Daria Nicolodi. Je te coupe, mais je suis étonné que tu connaisses pas plus que ça Daria Nicolodi. Moi, c'est une. Moi, je pensais que tu étais même fan, mais tu es plus dans l'exotisme, toi, Mimilei et tout ça. Là, il n'y a aucun secret. Mais Daria Nicolodi, je sais que M. Boukstachu, une fois, tu l'avais évoqué aussi pour. On avait parlé de je sais plus quel film. Je ne sais plus, j'ai oublié. On avait parlé d'un Dario Argento et tu avais évoqué Daria. Effectivement, oui. On en avait déjà parlé, oui. Qui était la compagne. Qui était la compagne, exactement, et qu'elle avait participé donc, du coup sur différents scénarios avec Dario Argento, ouais. Donc voilà, donc Daria Nicolodi, qui ne joue pas a priori pas dans Suspiria, mais qui en tout cas a été la co-scénariste. Niveau casting, il n'y a pas forcément grand chose à dire. On a Jessica Harper qui joue le rôle principal de Suzy, et elle avait été visiblement remarquée auparavant par Brian De Palma. En tout cas, Brian De Palma l'avait fait jouer dans Phantom of the Paradise. Et puis après, elle avait joué dans Guerre et Amour de Woody Allen. Et puis après, elle a donc fait Suspiria. Et après, elle a surtout tourné pour la télévision. On l'a surtout vue dans tout un tas de séries et de téléfilms. Elle avait notamment joué dans un épisode des Contes de la Crypte au tout début des années 90. C'est un épisode, j'ai pas le titre en tête, mais avec des Siamois. C'est un épisode qui avait été diffusé en France sur M6. Et puis elle a également eu un rôle mineur dans Minority Report.
de Steven Spielberg, donc avec Tom Cruise. Mais bon, a priori, voilà les premiers films de sa carrière, hein, Phantom of the Paradise, Guerre et Amour et puis Suspiria, restent vraiment ses principaux faits d'armes en tant qu'actrice. Et visiblement, ces dernières années, eh bien, il semble qu'elle se soit plutôt tournée vers l'écriture de livres pour enfants. Voilà, après pour le reste du casting, bon, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas vraiment des acteurs ou des actrices très connus, c'est surtout des actrices d'ailleurs hein, qu'on a dans ce film-là. On retrouve par exemple Stefania Casini qui joue le rôle de Sarah, donc l'une des principales danseuses, qui avait déjà joué dans des films bis italiens du genre Terreur sur la lagune et Du sang pour Dracula. Et on peut également citer Alida Valli, c'est celle qui joue Miss Tanner, hein, la professeure en chef assez autoritaire, qui elle a eu une longue carrière d'actrice, une carrière qui va des années 30 jusque dans les années 90. Une bonne tête donc véritablement. Une bonne tête à jouer dans un film de prison pour femmes ou nazisme. Exactement. Ah oui, carrément. C'est vraiment ce que je me disais quand je me disais, elle, c'est la maquerelle, elle est dominante. Exactement. En tout cas, elle a bien le physique pour ça. Je disais autoritaire, mais en réalité, quand on regarde le rôle qu'elle a, c'est moins autoritaire que son physique ne le laisse percevoir. Mais c'est vrai que voilà, avec ses chignons là sur la tête, on sent vraiment, ouais, comme tu le dis, elle aurait pu jouer dans un whip, hein, un film de prison pour femmes. Ouais, QHS. Il fait chaud au QHS. Non, mais bref, j'ai inventé un titre. Après, elle a quand même joué dans quelques films bis italiens. Alors, elle a vraiment une filmographie très très fournie. Hein. On l'a vu dans Lisa et le diable, dans un giallo, L'œil du labyrinthe, La petite sœur du diable également, qui a été édité il n'y a pas très longtemps par le chat qui fume. Mais bon voilà, même si Suspiria est un film qui est connu, on n'a pas du tout un casting de personnalité, hein. Alors il y a également, quand on regarde la liste des personnes qui jouent dedans, il y a également Udo Kier qui a un tout petit rôle. On en a déjà parlé, Udo Kier, et puis j'en dis pas plus que ça parce qu'on reviendra sur lui de toute façon certainement un peu plus tard. Et quelques mots pour terminer sur la musique, cette fantastique musique. Donc elle a été composée par les Gobelins, hein, je crois qu'on dit comme ça, les Gobelins. Moi je sais que je dis les Gobelins, mais j'entends tout le monde qui dit les Gobelins. Bon, mais moi quand je dis les Gobelins, mais voilà, mais le doc dit les Gobelins, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire en plus. Bon. Après chacun choisira, tout le monde comprendra. Donc voilà, donc les Gobelins, c'est un groupe qui est réputé pour avoir signé la musique de nombreux films italiens. On l'a déjà évoqué de toute façon à plusieurs reprises dans Footrack, Démons et puis Body Count de Lamberto Bava, Le Zombie de George Romero, on avait dû l'évoquer à ce moment-là, et puis Opéra également de Dario Argento que j'ai évoqué tout à l'heure. En plus, il y a des films qui sont crédités Claudio Simonetti, mais qui fait partie des Gobelins. Donc, tout à fait. Ça augmente encore la confusion. La confusion. Puis, c'est un peu comme Spencer et Terence Hill, où il y a Oliver Onion, et en fait, c'est Guido et Maurizio De Angelis. Tout à fait. Ouais. Il y a des fois des petites confusions comme ça. C'était pour placer Guido et Maurizio De Angelis. Voilà. Ils sont toujours les bienvenus à Footrack. Ah, ça, c'est clair. Et voilà, monsieur Boukstachu qui confirme aussi. Non, après, juste pour terminer sur les Goblins ou les Gobelins, a priori, Suspiria semble être leur premier titre. Moi, j'ai été assez surpris de ça. J'aurais pensé qu'ils avaient commencé avant, mais non, visiblement, Suspiria est leur premier titre. Donc, comme on dit, l'expression consacrée, c'est un coup d'essai, un coup de maître, parce que véritablement, cette musique, elle est vraiment excellente, et c'est vraiment une musique qui a marqué les esprits à l'époque et qui a été source d'inspiration de nombreuses autres musiques de films, hein. Et c'était là que j'avais envie de citer un autre film, alors qui est pas très connu, mais dont le thème musical est un remix, voire même un plagiat du thème de Suspiria.
Ce film, c'est Colobos. Je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai dans l'étagère de derrière. Oui, il est sorti en DVD. On le trouve assez facilement en DVD. Ouais. Et c'est un espèce de slasher américain de la fin des années 90 qui est un peu tombé dans l'oubli depuis quelques années, mais quand il était sorti, il avait fait son petit effet. C'était notamment Jean-Pierre Dionnet qui avait fait en sorte que ce film-là soit connu, et c'est lui qui avait fait en sorte que ce film soit diffusé en France. Le film, moi, la première fois que je l'ai vu, c'était pas en DVD, c'était sur Canal+. Donc il avait été présenté par Jean-Pierre Dionnet. Donc voilà, Colobos. C'est un film qui... S'il peut rentrer dans une programmation Halloween, pourquoi pas le garder pour octobre? Eh ben voilà, pourquoi pas. Il pourrait très bien faire l'affaire. Et voilà, le scénario n'a rien à voir avec Suspiria, mais il y a la musique. Voilà, c'est la même musique remixée que Suspiria. Et puis juste un dernier mot sur Suspiria. On parlait de remake. Le film en lui-même a également fait l'objet d'un remake. Il y a quelques années, c'était en 2018, je crois. Donc un remake de Luca Guadagnino. Donc c'est un film qui porte le même nom que le film original, Suspiria. Je voulais le revoir avant de tourner cet épisode-là, et puis j'ai pas eu le temps. De mémoire, il est pas mal en dessous de Suspiria, parce qu'on retrouve moins cette ambiance de mémoire, mais voilà, ça reste un film qui se laisse regarder. Voilà ce que je pouvais dire sur Suspiria, donc le tout premier volet de la trilogie des Trois Mers de Dario Argento. Voilà. Moi je voulais rebondir sur la bande son. Tu parlais de la musique là, des Gobelins. Voilà, je vais dire les Gobelins. C'est une musique moi qui me... Alors je sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive de m'endormir avec des musiques de films. J'ai toute une playlist. À l'horreur. Et souvent alors je tombe en pleine nuit sur la musique de Suspiria. Alors quand c'est la version avec la c'est une musique mais qui te fait peur. Voilà, moi c'est une musique qui me fait peur. Voilà, même quand j'écoute en plein jour d'ailleurs. Je me suis procuré le CD et je l'écoutais là dans la journée et je me suis surpris à avoir peur, quoi. C'est vraiment une musique qui dans une ambiance un peu qui te prend comme ça. C'est ça, ouais. Ah ouais. Et alors si vous pouvez écouter la version, parce qu'il y a plusieurs versions, plusieurs on va dire nuances du thème principal, où il y a la sorcière derrière, on entend la voix de la sorcière, puis là vous allez vous chier dessus, croyez-moi. There are 3 witches on the school. They love the teachers and the glutons. I love the races. And you go to the school and Froggen's bite. Wage. The wage Matt Friggs reach. There are 1 wage, all in the Marcus Islands reach. She's wage. Hard Morgan. They're out of school with 3 wages. The wage. Je sais pas, mais ce Bookstachu, des fois, quand tu viens chez moi, dans ta playlist, elle est liée souvent celle-là. En fait. Oui, exactement. Elle est d'ailleurs, la version un petit peu, on va dire, agrémentée, un petit peu plus généreuse. Je l'ai d'ailleurs sur ma playlist chaque fois que je fais de la course à pied. Et puis, je vais pas te mentir elle fait son petit effet. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça l'écouter à ce moment-là, parce qu'en plus, il y a l'ambiance. Mais faut pas se l'écouter dans le noir. Moi, personnellement, je le fais pas. Suspiria, déjà, je le regarde en pleine nuit. Ça, c'est fait parce que c'est vrai qu'il est un petit peu lourd, prenant ce film. Il est. C'est comme tu disais, le doc, cette tension qui monte. On sent vraiment la tension dans ce film et dans la musique aussi en particulier. Et rien que le toum. Putain, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu le vois pas. Chose d'ailleurs que tu n'avais point nommé par rapport à cette sorcière des soupirs, la mère des soupirs ou des murmures. Non, c'est des soupirs, c'est ça, ouais. C'est qu'elle a la capacité de se rendre invisible. Donc savoir que t'as
une sorcière qui peut être n'importe où dans la pièce. T'as cette musique qui est lancée avec les toum et tu sens des murmures et t'entends ça fait Suspiria, Suspiria, la Shepherd. Et ça fait des incantations comme ça. Non, là tu te chies dessus quoi, effectivement. C'est vrai que cette musique est géniale et notamment qui rend la scène du début là quand Jessica Harper arrive dans l'aéroport et qu'elle va prendre le taxi. D'ailleurs, on la voit, la musique, il y a la musique qui se lance, une musique, moi j'ai noté une dans le taxi, musique lourde. Et des fois, la musique s'arrête, hop, ça reprend, et après elle sort, elle se prend une drache des enfers dehors, puis elle prend ce taxi, après, un taxi qu'on reverra dans un autre film, le même acteur du moins. Voilà. Et du coup, voilà, moi c'est vrai que la musique, et puis tu disais la photo du film qui est un personnage en lui-même, l'entrée de l'école avec ce mur rouge là, c'est magnifique. C'est magnifique. Au-delà de ça, il y a aussi l'architecture du lieu. Je sais que l'architecture c'est quelque chose d'important chez Dario Argento, qui est aussi un autre personnage finalement magnifique. Du film. Je sais que Arveline aime bien les lieux de tournage, les architectures comme ça. Donc voilà, rien que la façade. Moi j'ai cette image là avec quand elle arrive comme ça, que voilà ce bâtiment bien rouge là sous la pluie. Ouais, voilà. D'ailleurs, une des premières fois quand j'avais vu ce film, j'avais rien compris. Où on voit l'élève qui sort, qui se fait virer de l'école, qui sort en pleine pluie là et qui dit des mots, on comprend pas ce qu'elle dit. Et qu'après elle revient après, mais au début j'avais pas compris. J'espère que c'est ça en fait, je sais pas, autant je dis n'importe quoi. Et qu'après il y a une scène de meurtre où elle se fait pendre, elle se fait pousser, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, elle se fait pendre par une espèce de créature, on ne sait pas qui, enfin du moins pour l'instant, parce que ce qui faisait la force de Argento à l'époque, parce que lui il était maître du giallo. Là, il a quitté son domaine de prédilection. Et mais du coup, quand même, il laisse ce truc au début là où on sait pas trop qui c'est, mais bon, c'est pas trop, c'est pas l'essentiel du film. L'ambiance, voilà. Plus, mais moi, je sais que c'est la musique, la photo, l'ambiance. L'ambiance de manière générale, ouais. Quand elle arrive en taxi, là, on voit les gouttes d'eau avec les couleurs dégradées de couleurs, un peu, un coup c'est bleu, un coup c'est un peu d'autres couleurs, voilà, comme ça. Et c'est un film à conseiller pour ceux qui l'ont pas vu, puis même pour les gens qui sont peut-être pas enclins à regarder des vieux films. Franchement, celui-là, en plus, quand il est sorti en VHS. Et tu disais, ça c'est un film typique. Il y a des films comme Maniac, par exemple, Massacre à la tronçonneuse, où il faut garder sa patte VHS, par exemple, parce que ça garde ce côté poisseux, etc. Mais dans celui-là, le 4K ou d'autres formats, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment faits pour, presque. Parce que pour voir toutes les couleurs, pour voir les détails, tout ça, je pense que c'est un film où on peut vraiment encore plus l'apprécier qu'on verrait sur une simple VHS. Voilà, moi je l'ai vu en qualité, en bonne qualité, pas en 4K, mais je l'ai vu en bonne qualité, parce que j'avais une copie qui n'était pas terrible, mais j'ai réussi à me procurer une copie, parce que figurez-vous que j'avais pas le film. J'étais persuadé que j'avais le film, et puis dans l'urgence j'avais une copie qui n'était pas terrible sur mon disque dur. Je voulais quand même l'apprécier à sa juste valeur, et donc du coup je l'avais pas, et je l'ai toujours pas d'ailleurs. Mais j'étais persuadé de l'avoir. Ça me l'avait fait pour le dentiste la dernière fois, que j'étais persuadé d'avoir le premier, quand je voulais le regarder, panique, je l'avais pas. Donc voilà pour Suspiria. Je sais pas si Monsieur Boustachu j'ai encore crié au génie. Rater un petit truc, vu que en plus ça rejoint que tu as évoqué, David, et parlait de la musique, on parlait de l'architecture, on parlait de l'ambiance, et du coup tu es sur le cas. Là, je m'imagine, franchement, le doc, je sais que tu es équipé pour ça. Là, le projecteur 4K, tu te mets dans le noir, etc. Et je vois cette scène, vraiment, tu mets les basses avec justement l'architecture quand t'as l'aveugle qui est en pleine nuit avec son berger allemand et qu'il y a cette musique il sait qu'il y a une présence mais il la voit pas finalement au dénouement de cette scène elle est vraiment intense avec tous ces éléments 4K, projection et tout, les grosses basses. Alors là, un moment mais ultime, j'imagine. Ouais, clairement, c'est un film qu'il faut voir en haute définition. Je suis pas sûr qu'il existe en 4K, hein, le film. En tout cas, il est en haute définition et c'est vrai que ça. En plus, si on met des 5 points, parce qu'avant j'étais équipé moi en 7 points, même avec des sons qui venaient derrière. Donc j'imagine la sorcière qui te crie à l'oreille là, comme ça. Suspirario, en ASMR comme ça. Ah ouais, ça va être terrible.
Donc franchement, on peut crier au génie avec Suspiria. Le remake aussi, j'ai pas vu. J'avais commencé à le regarder, il est dispo sur Prime, pour ceux qui l'ont pas et qui voudraient peut-être le regarder. Il est disponible sur Prime. J'avais commencé à le regarder, mais... il faut pas le comparer. Pour apprécier le remake, je pense qu'il faut pas non plus le comparer au chef-d'œuvre parce que je pense que c'est un chef-d'œuvre, le Suspiria de Dario Argento. Voilà, le remake n'en est pas un, donc faut pas non plus le comparer. Mais voilà, ça se laisse tout à fait regarder. Donc regardez-le après le podcast. Voilà, c'est tout pour Suspiria. Après, on aurait pu en parler pendant 12 heures ou 15 heures parce que je pense que on pourra en dire, mais bon, le format de Footrack ne le permet pas. On balaye comme ça les musiques. Puis, en parlant de musique, si on s'écoutait un petit morceau. Alors, je sais pas lequel. Je sais pas si je le mettrai en entier parce qu'il y a des morceaux qui sont assez longs, des fois un peu lourds à écouter. Mais moi, j'adore quand même. Et on va s'écouter un petit morceau, puis on revient dans les studios de Footrack. Allez, c'est parti. Balancer un petit morceau des gobelins, appelez ça comme vous voulez. Moi j'adore, je surkiffe les gobelins. Ah, m'emmerdez pas. Voilà. Et pour le prochain, ça sera pas eux. Voilà, comme ça, on pourra plus le dire. Pour le prochain, je pense qu'on va y aller de ce pas. On va quitter l'Allemagne pour aller à New York, si je me trompe pas. On va à New York ? Exactement. Oui.
York avec Inferno, le thème là, Mater Tenebrarum. Est-ce que j'ai le bon, la bonne, c'est ça, Mater Tenebrarum. C'est le thème qui s'appelle comme ça en plus. Le morceau que je viens de passer, c'est pas le thème. J'ai pas mis le main theme, j'ai pas mis le thème principal, mais j'ai mis ce thème là que j'adore, que je trouve assez puissant, assez efficace, signé Keith Emerson. Bon, je vais le dire maintenant, avec Keith Emerson, de toute manière, on en avait déjà parlé pour comment il s'appelle, pour Murder Rock de Lucio Fulci. Vous avez composé une BO. Alors moi je suis client, donc ça marche sur moi, mais on peut pas dire que voilà, c'est la BO du siècle. Je parlais de Murder Rock. Pour celle d'Inferno, j'en reviendrai après, parce qu'il y a des avis partagés, je trouve. Mais bon, là, nous sommes à New York, et comme je suis très feignant, j'avais essayé de faire un petit résumé. Alors, Inferno, niveau résumé, mais du coup, je l'ai pas fait, et je vais lire le résumé du Blu-ray. Eh oui, et voilà, David, le grand feignant des ninjas, qui vous raconte Inferno. On est en 1980. Rose découvre dans un vieux livre l'histoire des 3 mères, 3 sorcières, résidant chacune à Rome, Fribourg et New York. Prise de panique, elle demande à son frère Marc, ça j'ai personnalisé, à son frère Marc, étudiant à Rome, de la rejoindre. Bon voilà, ça c'est le pitch, on va dire, d'Inferno, parce qu'après si on rentre dans les détails, on peut pas. Alors il faut raconter tout le film, mais on le fera pas ici, on laissera un peu de suspense. Donc voilà, alors moi c'est alors, je trouve pas que c'est le meilleur de la saga, et je sais pas si vous avez l'habitude un peu avec Footrack, mais la différence entre meilleur et préféré. Voilà, moi Inferno c'est mon préféré, parce qu'il y a une histoire derrière ça, c'est qu'il était passé un jeudi soir sur M6, alors je sais plus si c'était dans le cadre des Jeudis de l'Angoisse, j'imagine, et je l'ai enregistré, et du coup j'ai gardé la VHS longtemps, et je crois que ma porte d'entrée chez Dario Argento, ça doit être ça sans le savoir, en fait. À l'époque c'était Dario Argento, donc j'ai pu le regarder plusieurs fois, avant, après, plus tard, de découvrir d'autres films comme Suspiria, ou La Mère des... la Mother of Tears, le 3e volet, que ça j'ai découvert bien après, parce qu'il est sorti en 2007. Donc voilà, Dario Argento qui dit alors je sais plus s'il a dit d'Inferno ou pour tous ses films que c'était une séance au niveau de l'écriture, une séance de psychanalyse. Ce film. Alors moi je dirais plutôt plus un trip, on va dire, dans le cerveau parfois dérangé, alors, entre guillemets, du maître du giallo. Un trip couleur, des couleurs, ça va du bleu, rose, pourpre, même rouge plutôt. On voit comme ça pas mal de couleurs aussi. Le doc, tu disais tout à l'heure, dans Suspiria, il y avait des couleurs criardes et tout ça. Et dans celui-là aussi, il y a des couleurs, moi je dis rouge, mais je sais pas si c'est plutôt mauve qu'on voit beaucoup, un peu rosé, comme ça. Aussi, Inferno, c'était un trip aussi d'enchaînement de scènes et de séquences effrayantes, étranges et surtout déconstruites, où la logique n'est pas toujours, on va dire, David, au rendez-vous. J'ai souvent eu cette petite comparaison entre Inferno de Argento et l'au-delà de Fulci. Ah oui, c'est vrai que l'au-delà de Fulci, c'est un peu comme un rêve, un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes. Et en plus, c'est le thème de la maison et tout. Il y a quelques points communs, je trouve. Voilà. Mais finalement, on s'en foutrait presque de ce manque de cohérence dans le scénario qui est pas très, qui est pas très logique. Notamment il y a ce passage, je sais plus c'est lequel, où c'est quoi le personnage, je l'ai noté comme ça je vais le lire parce que je voulais pas le faire de mémoire, où c'est Sarah, l'amie de Marc, le frère de Rose, qui se retrouve dans une bibliothèque où elle prend un taxi, le même acteur qui jouait d'ailleurs dans Suspiria, et parce qu'elle va en savoir elle aussi un peu plus sur le fameux livre des 3 mères, pas des 3 mères, ça veut rien dire du tout. Et du coup elle se retrouve dans cette bibliothèque aussi, et en parlant d'architecture, une bibliothèque magnifique, immense, avec des livres de partout. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait, tout à l'heure je l'ai revu cet après-midi, et je me suis dit, alors elle a eu un bol terrible, parce qu'elle arrive devant le bibliothécaire, elle demande le livre des 3 mères, et comme par hasard, il est à côté d'elle. Alors que la bibliothèque fait la taille de l'Ardèche, quoi. C'est exceptionnel, quoi. Donc voilà, un coup de peau pour le ton de l'humour. Et du coup, après, elle veut partir avec le livre, je crois, même en le volant, me semble-t-il. Et donc il y a un panneau, il y a marqué sortie, ça je l'avais pas vu. Il y a marqué sortie, donc n'importe qui aurait pu prendre ce passage. Et là, elle se retrouve dans une pièce avec des marmites qui bouillonnent un peu de partout dans les 4 coins de la pièce.
et il y a une espèce d'individu à l'allure inquiétante, aux doigts griffus, et qui veut qui veut le livre. Le livre. Ouais, mais dit, ouais, voilà, bon. Donc elle s'enfuit comme ça, elle s'accroche le chemisier, elle se fait violer par la porte là, et elle laisse tomber le livre et elle s'en va. Et je me suis dit, mais ok, on verra plus ce personnage là, on sait pas qui c'est, mais du moins, je pense. Moi, on ne saura jamais. On ne saura jamais, mais la scène, en même temps, elle est folle, la scène, je trouve. Elle est magnifique, mais voilà, c'est pour ça que je disais au niveau du scénario, des fois, des cohérences entre les scènes, faut pas chercher à comprendre. Voilà, c'est autant de passages où le maître Dario nous fera goûter à son génie. Hein, parce que là, voilà, pour moi, Dario Argento, faut pas déconner. Hein. Mais ça se fera au détriment, je trouve. Alors ça, c'est peut-être personnel. Je trouve que ça se fera au détriment de ces belles scènes, la couleur, tout ça. Au niveau de l'écriture des. Alors, au début, j'avais dit des jeux d'acteurs. Mais en fait, c'est l'écriture des acteurs, je trouve, qui est pas terrible. Hein, on a des personnages, on a Sarah, on a Rose, la sœur, et on a Marc, qui est son frère. Que je trouve l'écriture des personnages est pas. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si le doc ou si c'est vraiment personnel, parce que j'ai noté ça moi à plusieurs reprises, que l'écriture des personnages était pas ouf, contrairement à d'autres films où on s'y attache plus. Là, j'ai l'impression qu'ils sont pas écrits correctement. Ou peut-être c'est que moi. Oui, c'est vrai. Alors moi j'ai pas plus remarqué que ça, mais. Mais c'est vrai que les personnages, c'est pas forcément. C'est un peu comme Suspiria, en fait, c'est assez secondaire. Bah oui, parce qu'il y a tout ce qui est architecture, même musique, qui prend un peu le dessus. Bon, il fallait quand même trouver un petit bémol à Inferno, même si. Bah oui, c'était juste pour titiller un peu le truc. Donc voilà. Et là où Suspiria, parce qu'on parle de sorcière, alors Suspiria, je trouve que c'est plus accentué, par exemple, au niveau sorcière. Ici, c'est plus, on va dire, il y a plus un côté mystère, alchimiste, énigme, un peu puzzle, comme ça, qui sont au rendez-vous. Et sans oublier, je l'ai tout à l'heure précisé, l'architecture qui est omniprésente, par exemple, même dans d'autres films de Dario Argento, notamment dans Les Frissons de l'Angoisse, là, j'aime bien la vue sur l'espèce de bar, il y a une place aussi, qui, je trouve, dans certains films de Dario Argento, il accorde beaucoup d'importance à l'architecture, avec des lieux parfois magnifiques. Enfin, lui, comme il les filme, en tout cas, la couleur, tout ce qui va avec, ça rend le lieu assez magnifique. Donc voilà, j'ai pas trop parlé du casting, parce que voilà, effectivement, je disais, les personnages sont très peu développés. On a quand même, tout à l'heure, on a parlé de Daria Nicolodi, qui joue dans le film, elle a un rôle. Alors, le personnage vient très tard dans le film, il vient à peu près presque 1 heure du métrage, et elle mourra sous les. Je crois qu'elle se fera massacrer par des chats sous cocaïne, et après elle se fera mettre un coup de poignard. Voilà, des chats sous crack qui l'agressent. D'ailleurs, David, le coup des chats aussi, je sais pas si t'as marqué, ils sont littéralement jetés sur l'actrice, mais carrément à un moment donné, tu vois une main qui jette le chat dessus, carrément sa main, et hop là, il jette le chat sur la dame. Ça, j'ai pas fait attention. Alors, moi, je m'étais dit que je pense que c'est une cascadeuse ou un cascadeur a dû prendre cher quand même, parce qu'il doit être protégé, mais bon, les chats ça rigole pas, hein. On peut pas contrôler les chats en général, si on te le lance sur toi, tu te fais bien, bon. Et elle finira après poignardée. Et je lui disais Alida Valli aussi, tout à l'heure tu en as parlé, la mère Maquerelle, la matonne, enfin là, c'est pas du tout de matonne, mais on la voit comme ça, voilà, qui a aussi joué dans Suspiria, on en a parlé tout à l'heure. On a aussi une scène marquante, j'en ai pas parlé, mais je vais parler de l'actrice, parce que je voulais parler de l'actrice. Il y a une scène qui m'a bien plu, c'est celle dans l'amphithéâtre, où il y a Marc et sa collègue qui est Sarah, qui en fait ils sont dans un cours de musique classique. Et en fait, Marc voit finalement la mère des larmes. C'est la mère des larmes, donc ils auraient pu ne pas faire le 3e film, parce qu'elle est présente dans... Voilà, on la voit là. Exactement. Ravissante, un regard perçant et hypnotique, mais très très belle, avec le chat à gros poil là dans les bras. C'est ça, avec sa grosse chatte, Ania Pieroni. Je sais pas, peut-être que c'est un mâle ou une femelle, mais je ne sais pas. Mais je voulais en parler parce qu'elle est très jolie, et surtout qu'elle joue dans Ténèbres. Je sais pas si vous voyez dans quel passage elle joue dans Ténèbres, et où elle vole le livre au début. Voilà. Et elle se fait arrêter par un moustachu qui joue dans La Mort au large. J'ai plus son nom. Girolamo, je ne sais quoi là. Je crois que c'est de la famille à
à Castellari, il me semble en plus. Son frère, je crois, ou son oncle, ou son cousin. Enfin voilà, c'était pour placer Castellari aussi. Donc voilà, Anya Pironi. Il y a les autres rôles, celui de Marc, mais c'est Leighton McCloskey, j'espère que je l'ai bien prononcé, mais c'est un acteur de télé. Vous l'avez forcément vu dans un épisode de Dallas ou d'autres séries des années 70-80. Voilà, le moustachu. On a aussi, alors je sais pas si je vais bien le prononcer, j'aime bien son nom, Irène Miracle. Je pense qu'on dit comme ça. Voilà, on a vu dans un film dont je pense un jour on en parlera, Le Dernier Train de la Nuit. Joue dedans. Il a un autre titre en français. Je sais plus, La Bête de sang-froid, je sais plus. Ouais, c'est ça. La Bête tue de sang-froid, oui. En tout cas, c'est le titre, Le Chat qui fume. Voilà, c'est ça. Et aussi, on l'a revu dans Midnight Express, mais ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, donc là, je pourrais pas en dire plus. Et aussi, on a aussi Eleonora Giorgi qui joue le rôle de Sarah, qui nous a quittés il y a quelques mois. En mars 2025, voilà, elle est décédée récemment. Et vous l'aurez sans doute croisée dans La Tarentule au ventre noir. J'en suis sûr que tu as déjà vu ce film, le doc, non? Je sais pas pourquoi. Oui, bien sûr, oui. Un giallo. Voilà. Et j'ai noté son nom, j'ai noté dans quoi notre film, parce que Monsieur Moustachu, celui-là, si tu l'as pas vu, faut le voir. Elle a joué dans un Bruno Corbucci, dont le titre est Les Rangers défient les karatékas. Voilà. Je veux voir ce film. J'ai regardé la bande-annonce, dedans il y a George Eastman, je crois. Il est pas mal. Voilà. Et la bande-annonce vend le film, quoi, en tout cas. En tout cas, c'est vendeur et rêveur. Voilà. Hein. Je veux bien le regarder. Je voulais pas parler du casting, mais finalement, je vais encore en parler avec le fameux acteur qui fait le taxi dans Suspiria et dans Inferno. C'est Fulvio Mingozzi, voilà, qui est dans pratiquement tous les Dario Argento. Il a forcément un rôle dans la majorité des Dario Argento. Je dis pas tous parce que j'ai pas vu Dracula, j'ai pas vu ceux que tu m'as cité, Lunettes Noires, peut-être même qu'il est décédé. J'ai pas noté s'il était décédé. Mais voilà. Après, j'ai vu un truc aussi sur. Alors, ça, je l'ai vu en dernier moment sur la fiche Wikipédia du film. Je sais pas ce que ça vaut. Mais apparemment, les rôles principaux, au début, c'était James Wood et Nancy Allen qui auraient dû le jouer. Mais bon, les plannings faisaient que. Mais voilà. Après, ça, c'est sur la fiche Wikipédia. Tout à l'heure, j'ai vu ça en dernier moment. Donc, je sais pas trop si c'est. Et puis, j'en ai jamais entendu parler ailleurs. Donc, je ne sais pas. Les auditeurs pourront peut-être m'en confirmer cette petite anecdote. Et. J'ai carrément, parce que je l'avais noté en plus avant, je sais pas pourquoi j'ai oublié, mais j'ai oublié de parler du personnage de l'antiquaire. À la limite, celui-là, c'est celui qui est le mieux écrit, qui aurait dû être encore pour moi, dû avoir un rôle peut-être plus prépondérant. J'en bafoue. Il aurait dû être plus mis en avant, oui. C'est l'antiquaire, voilà, c'est Kazanian, c'est un acteur franco-suisse, c'est Sacha Pitoev. J'espère que je le prononce bien aussi. Voilà, donc je voulais le citer. Et surtout, je voulais le citer pour la scène de sa... Oh, je vais spoiler, il meurt dans le film. Tout à l'heure, je disais des incohérents. Les scènes qui n'ont pas de rapport ou qu'on ne sait pas... voilà, la scène en elle-même est magnifique, celle de sa mort, mais on ne comprend pas. À un moment donné, il envahit de chats. Donc, il met des chats dans un sac à patates, une espèce de sac à patates. Et détail, parce que ça c'est important, il a des béquilles, il est un peu handicapé. Donc, il va les nourrir dans une espèce de... Alors, c'est un plan d'eau. Ouais, c'est un bassin dans Central Park. Un marécage, oui. C'est un bassin dans Central Park. Voilà, un marécage dans Central Park qui sert de sortie d'égout un peu comme ça. Donc il prend le sac, il les met dans l'eau et avec sa béquille, il essaye de les noyer. On entend des bruits. Et puis, bim badaboum, il tombe. Il tombe dans l'eau comme un con. Et là, on voit des rats, ça grouille. C'est l'éclipse de lune, il me semble aussi. Oui. Les rats deviennent complètement cinglés, ils veulent le bouffer vivant. Et en amont, on a vu au loin, on a tous capté qu'au loin, il y avait une espèce de caravane à hot dog avec un type qui bosse dedans. Voilà. Et là, tout d'un coup, le type, il sort de sa caravane. Il court comme ça, il court. Il va le sauver. Il va sauver notre Kazanian. Il va le faire. La musique est à son paroxysme. Le mec est là, au secours, au secours. Au secours. Il sort son couteau de boucher. Il le décapite à moitié. Il le laisse comme ça sur le bord, à se faire bouffer par les rats et terminé. Voilà, c'est terminé. On ne sait pas ce que deviendra ce personnage de boucher, de vendeur de hot dog. Les chats sont vengés. On touche pas aux chats, voilà. On touche pas aux chats, voilà. Et surtout, non, je vais pas la faire. Au chat de comment elle s'appelle, Anya Pironi. Exactement. On ne touchera pas ni à celle de Laura Gemser. Donc voilà, cette scène aussi là qui m'a... Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais regardé mon enregistrement VHS, c'est la scène qui m'était restée en mémoire, cette scène-là. On comprend pas.
Mais La première fois que tu la vois, tu t'y attends absolument pas, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Tu crois vraiment qu'il va sauver, mais non, il le fait pas. Bon, enfin, bref. Donc voilà, je vais quand même finir par conclure sur Inferno en parlant de la musique de Keith Emerson. Je lui disais tout à l'heure qui a œuvré sur Murder Rock. Voilà, alors je disais, j'ai entendu 2-3 avis, même plusieurs avis. Je le fais très rarement d'aller voir les avis des autres sur internet, mais là je suis allé voir un peu les avis, puis j'ai vu que c'était assez partagé, qu'ils disaient que la musique était pas terrible. Mais moi je trouvais que c'était sévère. Par exemple, moi j'aime beaucoup le thème que j'ai passé de Mater Tenebrarum, qui est voilà, puissant, efficace. Je sais que toi aussi, Monsieur Boustachu, quand tu viens, tu la mets celle-là aussi dans ta playlist. Ah, j'adore cette musique. Et on s'amuse à la chanter un petit peu, à la chantonner, j'ai envie de dire, presque, à faire des... Voilà. Moi, je trouve qu'elle est... Voilà, qu'elle est... Elle est entraînante. Elle est entraînante, qu'elle est efficace, elle s'écoute. Mais c'est pas une musique flippante, contrairement à celle de Suspiria. Oui, voilà. Là, c'est pas une musique qui fait peur, mais moi, je trouve qu'elle fait elle fait le job, même si, voilà... Oui. Merde, je mets un coup de poing dans le micro. Mais il y a quelque chose qui est assez particulier, David, et que tu oublies de préciser, c'est la manière dont cette musique, elle prend cours dans le film. À quel moment? Tu vas me le dire. C'est quand le gars, il se rend compte qu'en fait, il y a un espèce de passage entre les planchers. Et du coup, il descend et tout, il regarde les planches, et il se retrouve accroupi, il regarde à droite, il regarde à gauche, tu vois, c'est un petit peu délabré, machin, de la poussière d'étoiles d'araignée, et ensuite il va droit devant lui et il commence à avancer comme ça, accroupi, et la musique elle se lance comme pour lui donner le rythme, tu vois. Ta 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 ta. Je me dis pourquoi mettre la musique à ce moment-là? Pourquoi? C'est vrai. Parce que il aurait pu avoir plein d'autres musiques à ce moment-là, et cette musique elle aurait pu être à plein d'autres moments dans le film. Pourquoi à ce moment-là précis? Je ne vois pas pourquoi. C'est peut-être à part pour donner du rythme au mec qui est en train de galoper accroupi entre les étages, tu vois, sinon je vois pas. Mais ça me fait penser un peu qu'aussi dans l'avion de l'apocalypse, des fois la musique se lance, on sait pas pourquoi. Voilà, hop, le mec il appuie sur le bouton, ça paraît. Exactement, il y a pas un petit truc derrière qui indique qu'une musique comme ça va se lancer, c'est vraiment ta ta ta. Voilà, je voulais finir avec la musique. Et avant de vous redonner la parole, j'ai envie qu'on s'écoute un petit morceau que j'aime beaucoup aussi. Il est intitulé Taxi Ride. On se l'écoute rapidement. Et puis je vous redonne la parole si vous voulez rajouter quelque chose. On envoie Taxi Ride. Voilà, le doc, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur la musique, le scénario, la photo, les acteurs, la chata. L'essentiel a été dit, et c'est vrai que pour revenir sur un point,
On a des scènes qui sont parfois un peu décousues, où on comprend pas comment elles s'enchaînent les unes aux autres, et parfois ça fait penser à des rêves. Et Monsieur Boustachu faisait une référence à l'au-delà de Fulci. Moi, il y a certaines fois où ça me fait penser même à certains Freddy Krueger, où il y a quelque chose de sensé qui se passe, et puis ils s'endorment, et puis ça... Voilà, on arrive dans une scène qui n'a ni queue ni tête. Et typiquement, la scène que tu as citée, David, où quand elle sort de la bibliothèque, et puis elle arrive dans une espèce de crypte, on ne sait pas comment, pourquoi, il y a des marmites, effectivement, et un type avec une capuche, et c'est surréaliste, parce qu'elle devait sortir dans la rue, et puis elle arrive dans cette crypte. J'aurais vu Monsieur Boustachu qui voudrait vendre des yaourts surgelés dans la rue, ça m'aurait pas surpris, par exemple. Ça, voilà, c'est n'importe quoi. J'invente là. Yaourt surgelé à l'abricot, c'est l'été, il fait chaud. Demandez un yaourt surgelé. Mais en plus, le truc c'est que ça reste efficace, je trouve. Enfin, moi, je sais que même à l'époque où... Ah oui, ça marche complètement. Ce qui rajoute ce côté mystérieux, ésotérique et comme chacun d'entre nous, ce qu'on aime aussi des fois dans ce type de film, c'est on aime bien avoir une réponse, mais c'est toujours bien aussi qu'il y a pas mal de questions qui restent sans réponse, qui rajoutent ce côté mystérieux qu'on aime bien. Je sais pas si vous avez à rajouter sur Inferno encore. Non, c'est tout bon pour moi. C'est tout. Un très bon Argento, mais mon avis étant que s'il faut découvrir Argento, il faut pas commencer par ce film. Mais moi je pense que voilà, ma porte d'entrée du moins dans cette trilogie, c'est celui-là. Après, parce que là, quand il est dans... Excuse-moi, je t'ai coupé. Je trouve que par rapport quand il a commencé avec Suspiria, c'est-à-dire qu'il laisse un petit peu les giallo de côté et qu'il se lance dans le cinéma horreur fantastique, celui qu'il a fait dans les années 80, c'est-à-dire Inferno, celui dont on est en train de parler, il est carrément dedans, mais à fond. Il est dedans à fond. Il s'est lâché, le gars. Et c'est pour ça que pour découvrir Argento, ça c'est une partie de sa filmographie et de son esthétisme, alors que quand tu regardes d'autres giallo, que ce soit des bons, des moins bons, des célèbres, des pas très connus ou quoi, on retrouve quand même sa patte, mais Inferno, il est tellement à fond dans son truc et on a du mal à le retrouver par la suite dans d'autres Argento, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc commencer par celui-ci, ensuite c'est difficile de faire une comparaison avec les autres Argento. Non, voilà, donc... C'est une analyse que j'avais pas, mais en tout cas, moi je sais que je l'ai découvert comme ça, c'est pour ça que c'est oui, bien sûr, voilà, j'ai une petite affection particulière. Et c'est peut-être même le film le plus peut-être personnel, j'ai l'impression. Et j'ai lu à droite à gauche que à cette époque-là, il était bien, on va dire, il prenait quelques substances un peu illicites, et je pense que dans celui-là, il a dû en prendre beaucoup. Et surtout, il n'avait pas les points liés par rapport à sa réalisation, par rapport à la mise en scène et tout ça, donc il pouvait vraiment se lâcher, laisser aller libre cours à son imagination, quoi, et à sa passion. Ça va se gâter pour le prochain. Enfin, ça c'est personnel. Ça risque de se gâter. Bien sûr, il y a des... On va en parler après. On verra. Oui, bien sûr. On envoie le thème. Bien sûr, par contre, le thème, j'aime beaucoup. Voilà. Ah oui, je te l'ai envoyé ce matin. Voilà, on m'a envoyé. Alors, ça marche. On s'envoie ce thème. Je trouve le petit Pooking. Le voici. Allez, Pooking.
Et voilà, donc cette musique, bon, elle envoie sacrément du lourd, c'est pas les Goblins... Enfin, c'est pas les Goblins... Attendez, si, d'une certaine manière, attendez, je vais préciser, il s'agit évidemment de la troisième mère, ou alors Mother of Tears, ou alors la Terza Madre, parce qu'on reste toujours avec un film d'horreur italien, sorti en 2007, évidemment toujours Dario Argento, donc film qui clôture la trilogie des trois mères, qui est sorti 27 ans quand même après Inferno, donc faut se rendre compte un petit peu du décalage, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trouvé tous les fans qu'il voulait pour ce film, Dario, mais on va en parler. La musique elle est de Claudio Simonetti, donc voilà. Si, c'est les Goblins, voilà, c'est le claviste des Goblins. Mais on a un petit bonus, nous avons au chant le britannique Danny Field. Danny Field, vocaliste emblématique du groupe de black metal Cradle of Filth, ou Cradle of Fiot pour les intimes. Voilà, putain. C'est pas que j'aime beaucoup ça, je l'ai découvert quand j'étais ado celui-là, mais j'aimais beaucoup par rapport à l'ambiance qu'il y avait dans le film Cradle of Fear que je t'avais prêté. Tu m'as dit, t'avais pas trop aimé d'ailleurs. Je m'en souviens plus du tout, tu vois. Ah bah voilà. Il faudra le revoir, que... on le regardera ensemble, ça marche. Voilà, ça mettre marche. au programme. Je suis en vacances dans 15 jours, si tu veux, tu peux passer à la maison. C'est toi qui viens, Ah, ouais. Et donc on va parler un petit peu du synopsis, et puis on va plus s'étaler sur le film par la suite. Donc un petit synopsis, j'ai essayé de... Alors ce film il est un peu compliqué. Il est un petit peu compliqué, il a fallu que je regarde plusieurs fois. Parce qu'en plus, c'est vrai que... Ah oui, j'ai souffert. J'ai souffert pour vous narrer ce que j'ai écrit. Mais bon, je vais pas te mentir, je pense en 2 jours, je l'ai regardé 3 fois. Donc voilà, c'est dit. Purée. L'échelle de la souffrance, voilà, elle monte. Et je suis capable de beaucoup plus pour Footract, sachez-le. Alors, dans la Provence italienne de Viterbe se déroulent des fouilles archéologiques dans un cimetière datant du Moyen-Âge. Et une mystérieuse urne qui est cachée à un cercueil, il sera découvert et identifié par un prêtre, mais suite à un horrible doute sur son contenu, le prêtre l'enverra à un collègue qui s'y connaît un petit peu en ésotérisme et qui est quand même pas mal calé avec son musée, c'est-à-dire le directeur Michael Pierce, donc il est directeur du musée d'art antique de Rome. Mais celui-ci, il était absent.
le colis il arrive, et ben évidemment, celle qui bosse pour lui est une étudiante qui plus est, c'est sa fiancée, donc Sarah, et puis sa copine Gisèle, parce que oui, on a une Gisèle dans la troisième mère, on a une Gisèle. Ils vont ouvrir cette boîte de Pandore. Donc celle-ci, apparemment, elle contient des talismans maléfiques liés à la dernière des 3 mères sorcières encore en vie. C'est la seule qui est encore vivante. C'est-à-dire Mater Lacrimalum. J'espère que j'ai bien prononcé. Ou alors Mère des larmes, au choix. Mais on va rester sur le Mater Lacrimalum parce que ça claque. Donc la plus belle... Enfin non, c'est pas la plus belle. Ce que je sais, c'est que c'est la plus vicieuse des 3. Et certainement la plus forte aussi. Donc, le mal, de répondre le mal sur l'humanité, depuis son repère, et sera rejoint par des disciples démoniaques venus des 4 coins du monde, afin de mettre Rome à feu et à sang. Mais Mater Lacrimarum a une rivale à éliminer. C'est-à-dire, c'est la petite Sarah, qui en fait, en réalité, elle aurait hérité de certains pouvoirs de sa mère décédée, apparemment assassinée par la mère des larmes, et aussi qui était une sorcière blanche. Voilà, bam. C'est un truc en plus sur le scénario. Elle seule pourront trouver le repère de la sorcière et mettre à trépas la dernière des 3 mères. Donc sur le papier, ça peut paraître sympa, mais sur la bobine, ce n'est pas le cas. Donc on va parler de ce film. Avant toute chose, je te dis, rien que pour faire le Hypnosis, il a fallu que je me triture un petit peu les ménages. Et je suis désolé d'avance pour les gens qui aiment le film. En tout cas, voilà, moi je vais peut-être en parler après. Mais j'ai quand même pas totalement le détruire. Tu verras, je suis quelqu'un de sympathique, vous allez au fur et à mesure de ce podcast. Mais avant de continuer, je vous propose qu'on passe directement au podcast. Enfin, qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Allez, on commence le podcast, c'est parti. Bienvenue sur Footrack. On passe au casting. On fait rapidos le casting, comme ça on peut plus se concentrer sur le film si vous le voulez bien. Allez, c'est parti. Allez, donc le casting, nous avons Asia Argento dans le rôle de Sarah Mandy. Donc Asia Argento, je pense que c'est certainement un de ses pires rôles. Voilà. Je sais, j'ai pas vu toute sa filmo. Donc, disons, je la préfère dans Triple X ou bien alors dans Lord of the Dead. Voilà. Ah voilà, bon, déjà. Triple X, tiens, ça fait longtemps celui-là. Elle a été dans Trauma. Elle a réalisé et a joué dans le film Le Livre de Jérémie. Je dis ça au passage. C'est quand elle se faisait sauter par le chanteur provocateur Marilyn Manson. Donc voilà. Mais j'ai pas trop cassé du sucre sur Asia. On passe au prochain. Nous avons Daria Nicolodi. Et oui, donc Nicolodi. Sous forme de fantôme dans le genre Obi-Wan Kenobi, tu vois. Il y a le doc qui se gratte le crâne. Ah oui, vous le voyez pas, mais non, on le voit. En gros, c'est la mère de Sarah. Et voilà, on en a déjà parlé. Je comprends pas pourquoi il a fallu la mettre dans ce film et quelle était la raison de sa présence, parce qu'en gros, d'une certaine manière, elle va guider Sarah tout le long du film en lui parlant dans sa tête, en lui disant t'as des pouvoirs, tu peux te rendre invisible, tout ça. On en parlera. Soyez patient, une chose à la fois. Nous avons Moran Atias. Alors elle, c'est celle qui fait du coup le film Mater Lacrimalum. C'est une mannequin israélienne de fort beau gabarit. Je dois le préciser, voilà. Elle est très sympathique, et je le répète, de fort beau gabarit. Et, je pense qu'on l'entend à peine parler dans le film, on la voit lécher des larmes à un moment donné, mais bon, c'est tout. Normalement, en fait, Argento, il avait proposé à Anya Pironi, qu'on voit dans Inferno, de reprendre le rôle, mais bon, oui. Elle était plus âgée, elle était mariée, elle avait 5 enfants, elle a dit, bon, je crois pas que ce sera... Voilà, ça le fera pas, ça va pas le faire. C'est vrai cette anecdote de 5 enfants ou c'est Elle a 4-5 enfants à ce moment-là. Non, c'est pas inventé. Elle est mariée, elle a 4-5 gosses et elle est un peu plus âgée. Donc Dario a dit bon, vas-y, c'est bon. Et est-ce que son chat a changé peut-être aussi je sais pas, je l'ai pas demandé. Il faudrait que je me renseigne. Le chat, oui. Il est plus âgé aussi, j'imagine. Voilà. Oui, ça, on parle bien. Le chat masqué. On va couper ça, je couperai ça. Et du coup, nous avons Valeria Cavailly aussi, qui fait Martha la voyante. Valeria Cavailly, peut-être que vous la connaissez par rapport à Capitaine Malabar avec Ben Spencer. Ah oui. Je me rappelle qu'elle est dedans. Mais elle est aussi, juste pour le placer, voilà, comme ça il sera placé dans du Argento. Double team avec Jean-Claude Van Damme, voilà. 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 Je dois le regarder rien que pour parce voir qu'il ça. fallait que je place Jean-Claude Van Damme dans les 3 mers, voilà.
Et pour terminer, allez, tu l'avais évoqué le doc, je repars dessus. Udo Kier, qui fait le père Johannes. Udo Kier, donc du coup, je vais te dire Iron Sky, le 1 et le 2. Voilà. Ah, j'ai jamais vu ces films. D'accord. Ah, il faut il a une filmo assez impressionnante aussi, lui. C'est vrai. Udo Kier, donc voilà. Et Ça, c'est peut-être pas le plus connu que tu as cité. Oui, certes. Bon, allez, je vais te dire Blade aussi. C'est pas un des plus connus. Ah, il joue dans Blade, oui. Oh là là, oui, voilà. C'est pareil. Je pense qu'il était déjà bien connu à cette époque-là. Il avait sa carrière avant Blade a été déjà bien remplie. Alors, maintenant, je vais faire le procès de la sorcière avant de la mettre sur le bûcher. Donc on l'a attaché, on a mis les bûches, on fait beaucoup de bûches, on a été chercher les bûcherons, on a fait un beau bûcher, il y a un gros crucifix, elle est attachée, du coup on va parler d'elle. Nous allons surtout parler de genre, j'ai prévu quelques bons points, mais on va parler d'abord des mauvais points de ce film. Et parce qu'il a décrié, et faut avouer, c'est si Argento, il a fait ce qu'il a pu, c'était déjà un vieux monsieur. Tu voyais qu'il avait de l'expérience, qu'il avait il avait plus grand chose à prouver pour moi en fait, et je pense pas en fait qu'il aurait été nécessaire qu'après autant de temps, une fois qu'il avait fini de faire le film, je sais plus, c'était un petit peu avant, c'était Card Player, un truc comme ça. Et il s'était dit, tiens, c'est vrai, j'avais enterré la trilogie des Trois Mères, ce serait bien de faire le troisième, et du coup il a vu avec sa fille, et puis il a fait Mother of Tears. Donc mauvais point. Donc je vais dire point numéro 1. On va parler d'Asia Argento. Alors ça c'est mon avis, je la trouve assez insipide dans le film. Et heureusement que Argento lui a donné des super pouvoirs, parce que sinon, dès le début du film, elle aurait fini en tartare. Voilà. Voilà, c'est assez dit. Mais la scène du début du film, t'inquiète, on va en parler. Ça c'est sur les bons points. Ça c'est les bons points. Alors, point numéro 2. L'apparition de Daria Nicolodi est ridicule et ne sert strictement à rien. Comme je l'ai dit, ça servait à rien de faire revenir cette vieille dame pour la faire passer en fantôme Obi-Wan Kenobi. J'ai trouvé ça vraiment d'un ridicule. Avec les fantômes, les machins. Regarde, tu as des pouvoirs, tu as des énergies, ça me plaît pas du tout. J'aurais préféré une femme lambda qui se fait aider par un photographe, par des mecs qui sont même pas inspecteurs pour faire une enquête et retrouver la sorcière, comme du Argento qu'on aime bien, tu vois. Point numéro 3, les sorcières et les adeptes. Voilà. Alors, on va en parler. Les sorcières et les adeptes de Mater Lacrimarum sont juste insupportables. Ah oui, la scène dans l'aéroport, là, quand ils débarquent, là. Oh là là. Et elles ne sont pas du tout effrayantes. Ah ouais, pas du tout, elles sont chiantes. T'as envie de leur mettre des tartes dans la gueule, excusez l'expression. C'est pas parce que c'est des femmes, c'est parce qu'elles sont insupportables. Tout particulier. Tu les vois, elles sont. Je sais pas comment est-ce qu'on a expliqué à ces actrices comment devait se comporter une sorcière. Pour moi, une sorcière, si c'est une sorcière, faut pas qu'elle le montre. Elle est discrète. C'est ça qu'on aimait dans les autres les films précédents de Argento, c'est que du premier coup d'œil, tu savais pas que c'était une sorcière. Quand on voit qui est la fameuse sorcière dans Inferno, on ne pouvait pas totalement se douter que c'était elle au début, tu vois. Ça laisse la place au mystère. Là, elles débarquent, elles sont fringuées en gothique, moitié décoiffées, elles sont là. Tu pourras mettre un extrait si tu veux, mais c'est lamentable. Ça ricane dans tous les coins, ça insulte les voyageurs dans l'aéroport, c'est nul. C'est nul, voilà. Sans compter la japonaise, voilà, on va en parler la japonaise, t'inquiète. Sauf si tu as arrêté de regarder le film à partir de ce moment-là, David. Non, moi je sais plus ce que je faisais, je regardais mon téléphone. J'allais voir les statuts Facebook du doc où il était au restaurant avec sa dulcinée. Les assiettes étaient plus jolies, j'avoue. Et les assiettes étaient plus jolies, il y avait le cygne comme ça qui rentrait dans le restaurant, là, c'était magnifique. J'ai regardé les photos, j'ai dit la cigogne, la cigogne, pardon, la cigogne. Et moi j'étais en train de regarder la merde. Et le doc avait sa cigogne au plumage de cristal. Donc exactement. Et alors, point numéro 4, parce que j'en ai pas fini avec toi. Les 10 ans émeutes dans Rome. Bon, je suis désolé, elles sont au ras des pâquerettes, elles n'arrivent même pas à la cheville d'une finale d'un Paris Saint-Germain. Voilà. Ça c'est le retour des sorcières, c'est la seconde chute de Rome. C'était censé être la seconde chute de Rome. C'est nul. Le 93 est beaucoup plus violent que ça. C'est nul. La scène où la bonne femme elle jette son nourrisson. Alors ça c'est dans les bons points. C'est dans les bons points. Ah ouais, c'est dans les bons points. Ouais. Pour moi c'est un bon point. Non mais oui, je pensais que t'allais le dire dans les mauvais, j'allais te contredire. Mais c'est bon, ça va. T'inquiète, j'ai pris mes. Alors ensuite, numéro 5, j'ai dit qu'Asia Argento était insipide. Mais ce n'est pas mieux pour le reste des acteurs. On dirait que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais
à part un, mais dans le bon point, je vais l'évoquer, qu'ils ont tendance un petit peu s'en foutre. Le jeu d'acteur est assez médiocre dans ce film, je trouve ça vraiment dommage. Même les figurants qui jouent à je te pousse, tu me pousses en arrière-plan étaient assez décevants. Ça, on aurait dit des figurants de Mortal Kombat, quoi. Franchement, les gens qui font semblant de se battre, c'était vraiment... voilà. Ou sinon, comme dans le doc, tu peux te confirmer, des fois dans le catch, quand ils veulent retenir des bagarres, on les voit quand ils font semblant de retenir ça, le catcheur. Voilà. Ça fait un peu ça, ouais, c'est vrai. Alors, numéro 6. Alors, j'adore les singes, mais celui du film, j'ai plus envie de lui lancer des briques que des cacahuètes. Voilà. Normalement, en plus, si on tient la logique, l'animal de cette sorcière, c'est un chat. C'est pas un macaque. Ah bah oui, donc on l'avait bien vu dans même si c'était pas le même chat, j'aurais voulu un chat. Ou une chatte. Voilà. Il a morflé le chat. Asia... il est neuf, il n'y a aucune rayure, pourtant j'ai une scène qui bug et que je n'arrive jamais à voir. Donc, apparemment, il y a un petit passage du film que j'ai pas pu voir, donc j'ai pas pu le mettre dans cette liste. Mais c'est un tout petit passage, apparemment. C'est à partir du moment où on voit une petite église qui est en train de brûler, je pense. C'est vers la fin du film. C'est vers la fin du film. Alors ensuite, numéro 7, Asia, elle trouve la demeure de la sorcière normale au pif en suivant un groupe de poufiasses qui sont en train de rigoler dans la rue. Je suis désolé, normalement la demeure de la sorcière elle est censée être cachée, t'es censé résoudre une énigme, au moins la trouver. Non, elle est guidée par son instinct grâce à sa mère qui était une sorcière blanche. Voilà. Facilité scénaristique, c'est nul. C'est pas le moment où elle veut échapper à ces genres de gothiques. Oui, enfin non, elle se cache. Y a pas que les elle se cache juste dans un kiosque. Il y a pas que les gothiques. T'as des gens, ils sont là. T'as même des gonzesses, elles sous le shirt, je sais pas quoi. Ils sont bizarres les gens. Non mais il y a une scène où l'espèce de marché, elle se cache, mais en fait elle se cache pas alors qu'elle la voit pas. Ça c'est avant. C'est largement avant ça. Ça c'est largement avant. Ensuite, alors la fin et voilà, je dis la mort de Mater Lacrimanum est nulle. Voilà, ça pue du slip. Et je trouve ça vraiment dommage cette scène finale. Comment il y aurait eu moyen de faire quelque chose de mieux, de largement mieux, la manière dont ça se déroule. Comment est-ce que Asia elle sauve la situation? Hop là, le bout de tissu dans le feu, c'est bon, tout s'effondre. Allez, happy end, on sort d'une bouche d'égout, on rigole, c'est bon, happy end. Le film est terminé. J'étais là, non, c'est naze. Et pardon d'avoir spoilé, et tant pis pour ceux qui n'ont pas vu le film. Je vous ai sauvé la vie. Vous me remercierez, franchement, vous me remercierez pour ceux que j'ai spoilé. Alors, j'aurais voulu plus... On parlait d'architecture, là on est à Rome. Je suis désolé, les vestiges romains, ils sont où? On les voit pas des masses, je trouve ça très dommage, on aurait pu faire des très belles scènes. Ainsi que le côté avec les éclairages, je l'ai pas beaucoup vu dans ce film aussi, c'est très dommage, avec le mauve, le rouge, le bleu, tout ça, ça a pas été beaucoup mis en avant, c'est vraiment dommage. Et en fait, je vais pas te mentir, sur la fin du film, pour clôturer sur les mauvais points, moi j'avais qu'une chose en tête, c'est quelqu'un qui va rectifier le tir. En fait, quand ils sont en train de faire, tu vois, l'espèce d'orgie dans les catacombes, et que tout le monde on va te manger. Ils écalaient vraiment comme ça, genre on va te manger tout cru limite. C'était parodique. Moi j'ai plus rigolé, mais nerveusement, qu'eu peur devant ce film. J'ai pas eu peur une seule seconde, je tiens à le préciser. Moi je voulais qu'en fait, il y a Godefroy de Montmirail en armure qui met un gros kick dans la porte, qui rentre et qui fait rends-toi satanique, et qui sort son épée à des chevaliers qui commencent à trucider les sorcières. Là ça aurait été une bonne fin, tu vois, ça aurait été une meilleure fin que celle que Dario Argento nous a proposée. C'est mon avis. Peut-être que je me trompe, une meilleure fin. Est-ce que vous avez des mauvais points à donner? Voilà. Parce qu'après je passe aux bons points. Ah moi c'est tout le film des bons points. Je sais pas, il y a tout. Mais la patte du film, la photo du film, on dirait un vieux téléfilm de la 5 des années 90. Mais non mais c'est après voilà, le film il a fait en 2007. Alors le budget, j'ai pas noté le budget, alors ça y fait peut-être l'inspiration, j'avoue que je sais pas, mais moi le film j'ai passé un très mauvais moment. En plus le film, moi il commençait, c'est dans les points positifs, alors peut-être que je vais marcher sur tes plates-bandes,
Mais le film, à la limite, il a commencé un peu, notamment, je crois, pendant le générique, on voit des tableaux, des machins, on voit le générique est classe avec la musique. On voit des orgies, des partous, des femmes se faire violer par des boucs. C'est bon, par des démons, par des créatures. Tu vois des gravures moyenâgeuses et tout. On te met dans l'ambiance, quoi, ouais. Je vais faire, c'est bon, ça y est, le film, là, je vais rentrer dedans. Ça va, voilà, c'est ça que je me disais aussi, exactement, la première fois que je l'ai vu. J'ai pas dit que j'aimais voir des femmes se faire violer par des boucs, mais bon, voilà. Sorcières, ésotérisme. Voilà. Mais alors, dès que j'ai vu la photo du film, j'ai compris. Oh là là, ça sent le vieux téléfilm. Voilà, j'ai pas du tout. Et après, bon, je vais te laisser faire les points positifs parce que il y a quand même des trucs à dire. Et comme tu voulais en parler, d'abord, c'est ta chronique. Et je voulais l'aborder, mais peut-être que tu vas le faire. Donc, ok, bon, je fais rapidos les points positifs. Et après, je reviens là-dessus. À moins que le doc, tu veux casser encore plus le film, t'as des points négatifs toi aussi à donner en plus. Non, bah après, c'est comme le dit, comme vous venez de le dire, c'est le caractère un peu cheap du film et qui tranche avec les deux opus précédents. Hein. Mais après, voilà. Moi, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça avec ce film-là, mais c'est vrai qu'il tranche, voilà, ça tranche avec les deux premiers. Comme je le dis à chaque fois, moi, alors là, c'est une trilogie, on va pas parler de saga, mais quand il y a plusieurs films comme ça, quand il y en a un que je peux pas, je dis toujours, c'est mon Jason X. Voilà, c'est mon Jason X de la trilogie. Tu m'avais dit, ouais. Voilà, donc écoutez le podcast qu'on a fait sur Vendredi 13, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Alors, on va faire un petit peu de latin. Amanda honorabilis, voilà. Donc, mention honorable. Je vais parler de quelques points positifs à ce film pour pas totalement être un salaud. Donc, quelques scènes gore plutôt sympas. Déjà, voilà, ça est souligné. Au début du film, comme tu dis, alors là, c'est quand ils ouvrent cette fameuse boîte de Pandore, l'urne auquel ils sortent des statuettes, un espèce de poignard moyenâgeux de rituel satanique, avec la fameuse robe très courte de notre mère des larmes. La fameuse Gisèle, elle va se retrouver seule. Une goutte de sang va tomber. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi dans les films précédents, cette fameuse goutte de sang. Ça, qui est symbolique. Et des créatures d'outre-tombe vont surgir derrière elle, lui péter la tronche, mais je sais, en gros, la casser la mâchoire avec les... Voilà, c'est très violent, pour ensuite l'éventrer et l'étrangler avec ses intestins. C'était assez épique. Et le singe qui commentait derrière en faisant des... Donc, pour notre scène mal aussi, c'est le père Johannes qui se fait frapper à coups de feuilles de boucher dans l'escalier avant que son agresseuse finisse par se trancher la gorge, et qu'on sait que auparavant elle avait aussi trucidé son gamin, pas mal. En parlant de gamin, la Conchita qui apprend à son bambinou à voler du haut d'un pont, manque de peau, il rebondit avant d'atteindre la flotte. Il y a un morceau de bras ou de tête qu'on voit. Hop là. Alors, j'ai rien contre les gosses, mais voir un mannequin de bébé se faire éclater dans un argenteau, c'est toujours jouissif. Oula, c'est en train de... Je te coupe parce que c'est en train de tourner à côté de chez moi. J'espère qu'il n'y aura pas d'interférence avec... Ouais, ça tourne bien là. C'est vrai qu'ils avaient prévu un petit peu d'orage pour ce soir, donc on va croiser les doigts. Ça, c'est parce qu'on parle des trois mères, certainement pour ça. C'est ça. Elle est pas contente. C'est la mère des larmes. Ou encore, quand t'as la japonaise qui se fait... parce que t'as une japonaise satanique, en fait, qui repère Sarah, qui dit un truc en japonais, je sais pas, en la montrant du doigt comme ça à la gare, et elle se fait courser. La japonaise essaie de l'attraper et tout, elle est cachée dans les toilettes d'un train, je pense, et finalement elle se fait ravager la tronche à coups de porte, et il y a carrément un de ses orbites qui sort de son crâne. Mais Argento, il avait dit que ça c'était une tête de mannequin, et en fait l'orbite qui sortait, c'était pas prévu. Et à partir du moment que ça s'est passé comme ça, il dit hop, on garde cette scène, ça on garde. Et évidemment, l'empalement de Valeria Cavalli, qui est quand même assez trash. Ah ouais. Avec l'espèce de oui, le chauve dans sa mallette. Qui fait ça d'ailleurs qui a une mallette avec... Oui, genre on démonte le pieu, il en quitte le pieu. Hop, il revisse ça. Qui fait ça? C'est comme l'épée en kit du méchant dans Highlander, tu vois. Non mais c'est surtout que voilà, on se pose pas de questions là, on s'est pas posé de questions pour Inferno, alors on va pas le faire pour celui-là. Alors continuons, la point positif, la BO est très sympathique.
Oui, c'est vrai que le thème. Très bonne BO. Pas que celui-ci, beaucoup, mais les musiques en général dans ce film sont tout à fait audibles et collent parfaitement à l'ambiance. Mais des fois, je me les écoute sur YouTube. Il y a des lives qui sont dispo du groupe de Claudio Simonetti, là où il est en live. Et je me suis écouté un ou deux tout à l'heure avant qu'on se rejoigne sur le podcast. Donc, à écouter. Moi, j'aime beaucoup. Après, je sais pas s'il existe une BO qui est sortie. J'ai pas tombé dessus en tout cas. Donc, mais bon, vous pouvez toujours aller gratter. Franchement, moi, c'est une BO qui me plaît beaucoup. Qui me plaît beaucoup. Qui, au-delà du film, qui est meilleur. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais tu l'avais évoqué le doc. Et ben, pour les effets spéciaux, concepteur d'effets spéciaux, effets visuels et maquillage, évidemment, on avait Sergio Stivaletti. Effectivement, il était aussi. Donc, pour revenir sur les effets gore. C'est vrai que c'est un point positif. Je le répète parce qu'on a tellement cassé le film que les effets gore. Parler d'un personnage que j'aime bien dans ce film. C'est l'alchimiste, en fait, le mec, il joue un petit peu avec l'alchimie, un petit peu avec la magie noire, un petit peu avec la magie blanche. Le mec, il est pas d'un côté ou de l'autre, tu vois, il est neutre. Et à un moment donné, Sarah, elle va vers lui parce que elle demande des solutions pour pouvoir combattre la dernière et la troisième des mers, tu vois. Et le mec, il se fout un petit peu de sa gueule en disant, toi toute seule, tu vas y arriver. Genre, t'es au courant que t'as des pouvoirs? Depuis quand? Hier? C'est genre non mais t'es une noob, rêve pas. En gros c'est ça quoi, je trouvais ça pas mal. Et pour terminer, évidemment, dernier bon point positif, ce sont les courbes sexy et généreuses de Mater Lacrimarum. Donc j'ai fait un bon tour sur le film. Et évidemment il y a plus de mauvais que de bons points. Le film est regardable, mais on est très loin des 2 chefs-d'œuvre précédents, ça c'est sûr. Après il faut dire, il y a pas mal d'années qui ont entre deux, et c'est vrai qu'Argento il s'est surtout fait plaisir. J'ai vu le making of, il s'est régalé. C'était un vieux monsieur, il a fait son taf, il s'est régalé. C'est juste dommage qu'en fait il a été fait aussi tard parce qu'on est beaucoup moins dans le truc. On l'a attendu trop longtemps. C'est ça qui est dommage. Enfin, il a été attendu trop longtemps parce que moi je l'ai pas attendu. J'étais pas encore né quand le premier film est sorti, donc. Mais c'est vrai que tu disais parce que j'ai une édition DVD, je l'ai pas sorti là, où il y a un DVD bonus que j'ai pas regardé. Alors peut-être que dans les bonus il y avait des trucs des fois qui nous font regarder autre chose. Tu vois le film d'un autre œil. C'est très intéressant, et voilà. Tu vois que Argento, il est très quand la scène n'est pas exactement comme il la veut, hop, on la recommence. C'est comme ça, c'est pas autrement. Donc des fois c'est pas toujours évident, et il s'amuse toujours. Par contre on le voit pas avec le fameux couteau levé, parce que des fois avec la main gantée dans certains de ses films on sait que c'est Dario Argento qui est avec l'arme blanche. Non, c'est lui qu'à un moment donné carrément c'est un vieux monsieur à ce moment-là, tu vois, Argento. C'est carrément lui qui met les coups de feuilles de boucher sur la tronche du prêtre. Il est entouré de trucs spéciaux pour éviter les éclaboussures sur les acteurs et les caméras, les filtres spéciaux et tout, et il se déchaîne comme ça, et il est tout content. Tu vois, il prend son pied, il fait ce qu'il sait faire de mieux en fait. Donc moi je vais pas trop en rajouter parce que tu as tout dit, puis moi j'ai parlé un petit peu pendant que tu présentais. Je sais pas si le doc tu as encore à dire ou... Non, j'ai pas grand chose à rajouter. Après, c'est un film que je connais pas énormément. Autant Suspiria et Inferno, je les ai vus à plusieurs reprises. Celui-là, Mothers of Tears, je l'ai en Blu-ray depuis pas mal de temps, mais je crois que quand je l'ai regardé pour préparer le podcast, je crois que c'est la première fois que je le regardais. Bon, pour tout vous avouer, je l'ai regardé un peu d'un œil distrait. Il est regardable, mais après c'est vrai que ça dénote avec les 2 grands films, qui constituent les 2 premiers opus de la série. Donc en plus moi aussi bien je l'ai refourgué à Monsieur Boustachu, je me remercie là. C'est vrai. Parce qu'à la base avec nos plannings machin, on devait faire Argento mais un double programme avec Herveline, mais qui s'était désisté. Moi je devais faire Ténèbres et elle devait faire mon préféré, Profondo Rosso. Et parce que je voulais absolument qu'elle le fasse, parce que en fait j'adore tellement ce film que j'ai pas envie d'en parler moi. Quand on l'abordera, je préfère que ce soit quelqu'un d'autre de l'équipe qui en parle. Ouais, c'est marrant ça. J'interviendrai évidemment pour avoir ouais voilà. Et du coup elle s'est désistée parce qu'en ce moment elle est pas trop dispo, et du coup le doc avait proposé Suspiria, je crois, quand j'ai voulu le faire avec toi, et du coup j'ai dit double programme, autant faire la trilogie. Donc voilà pour la mer des larmes. J'ai fait comme j'ai pu avec ce film. Voilà,
Voilà. Qui nous a fait pleurer peut-être. Je ne sais pas. Mais... Bon, quand je disais mon Jason X de la trilogie, alors la différence c'est que quand je me regarde la saga des Vendredi 13, à part pour le podcast, je regarde les 2 derniers. Mais quand je les regarde juste comme ça, je regarde jamais Va en enfer. Ah bon X, c'est curieux ça. Voilà, vraiment parce que je déteste ces films. Voilà. Mais là, je le déteste pas non plus. Mais je trouve que j'avais tellement vu, comme disait le docteur, des chefs-d'œuvre avec Suspiria et Inferno que là, on peut comprendre que certains tombent de haut. Après, si on découvre peut-être ce film-là comme ça, je sais pas. Comme moi, j'ai découvert avec Inferno, donc ça allait. Mais bon, après, chacun ses goûts. Je suis sûr qu'il y a des... Mais les auditeurs, laissez-nous des messages, vous avez aimé ce film. Parce que c'est pas toujours... C'est vrai que c'est pas sympa quand on aime un film, des fois, de l'entendre se faire dégommer. Et alors que on l'aime, voilà. On n'a rien contre vraiment ce film. Hein. C'est pas viscéral, mais... ni de personnel contre Argento, qu'on adore. C'est pas évident de critiquer film, en mal un de ces films. C'est pour ça que j'essaie de voir pour les bons points. Parce que j'adore les films d'Argento. Ouais, mais après, c'est la fin de carrière de Dario Argento. Tu parlais du Card Player tout à l'heure. Je l'ai revu encore il n'y a pas si longtemps que ça. C'est clair que c'est pas non plus un grand film, mais c'est tout à fait regardable. Et s'il faisait partie d'une trilogie, on en dirait autant de mal qu'on vient de le dire de Mothers of Tears. Alors que, bon, voilà, ça se laisse regarder. Mais c'est sûr que si on compare par rapport au premier film de Dario Argento, ceux qui faisaient dans les années 70-80, bon, c'est sûr que c'est pas à la hauteur. Mais voilà, ils sont pas nuls pour autant. Donc voilà, on a fini avec Mother of Tears, on en a fini avec la trilogie, on en a fini avec nos sorcières, hein, qui ne sont ni bien aimées, elles sont ni d'Eastwick, elles ne viennent pas de Poudlard, ni de l'Ouest, ni de l'Est, elles sont ni de Salem ou autre hocus pocus, elles ne sont même pas sœurs Halliwell. Nous, nos coven de sorcières nous viennent tout droit de Fribourg, de New York et de Rome, et elles n'ont eu aucune pitié et nous ont régalé, même pour le dernier, hein, quand même, allez, en petite note positive. Hein. Elles peuvent même nous écouter en ce moment, alors attention, hein, parce qu'on va dire, elles peuvent nous écouter sur toutes les bonnes plateformes, hein, Spotify, Deezer, j'allais dire La Bonne Aventure, n'importe quoi, Podcast Addict, j'allais dire ça, je sais pas, et même sur YouTube, parce qu'en ce moment, je me fais plaisir, même s'il n'y a pas trop de vues ou quoi, je mets pas mal de petites bandes annonces, alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez vous abonner, et un peu de temps en temps, il y a des petits, soit des bonus DVD, des interviews, des musiques de films, des petites bandes annonces qui sortent sur la chaîne. Donc, il faut y aller pour voir tout ça. Et puis le podcast en lui-même aussi est sur YouTube. Donc voilà. Et je vais en profiter aussi. Je vous disais, on a un peu évoqué quand même le planning. Donc là, en mois d'août, avec Monsieur Boustachu, on va se régaler avec Clou de Funès. Oh que oui. Voilà, où ça gronde là. Chez moi, ça tonne. La mer des larmes se met en colère. Et puis après, en septembre, ça sera spécial Stephen King, où Herveline fera son retour. On a choisi nos films, on va pas les dévoiler. Notamment, le doc a choisi un des films qui n'est pas souvent cité, que j'avais loué moi dans les années 90, me semble, celui-là. Voilà, avec d'autres plus classiques. Et voilà. On se retrouvera en septembre, puis en octobre on fera, je sais pas sous quel format, on reviendra pour Halloween, peut-être on l'a teasé Colobos. Alors ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu, je sais pas s'il a vraiment une petite connotation Halloween, si ça peut faire partie d'une programmation Halloween, on verra. Parce que déjà moi j'avais annoncé, c'était quoi déjà, Fangs, on voulait faire les films des chauves-souris là. Oui. J'avais promis. Bon, on va essayer de le caler, mais ça va pas être évident. Puis on parlera certainement aussi avant la fin de l'année de John Woo, par exemple, je pense. Déjà, voilà. Ça, je pense que... Ça fait un bon programme. Syndicat du crime, je pense que... The Killer. On va passer par là, à un moment donné. The Killer, une balle dans la tête. Ouais. Ça reste...
c'est pareil, ça reste mon préféré, Une balle dans la tête. Mais parce que il y a une histoire. Moi, il y a toujours une histoire. Après, c'est pas le meilleur, comme je dis toujours, mais du John Woo, il y a à boire et aussi à manger parce que il y a des films. Je crois que j'ai un double DVD avec Dolph Lundgren et j'étais ahuri quand j'ai vu Marie réalisé par John Woo. Je fais, ah bon. J'ai fait, ah bon, je savais pas. Donc du coup, on va pas parler de ces films-là, on va évidemment parler des classiques et des meilleurs. Je sais pas, il y a Mes fenêtres qui s'ouvrent tout seul. Je pense qu'il y a la mère des, comment elle s'appelle, la mère des, je vais noter. Les soupirs. La mère des, non mais celle qui a son gros chat là, voilà, qui est pas loin là. Mère d'alarme. Mais comme dans Inferno, il y a une scène dans l'amphithéâtre où il y a tout qui s'envole, comme ça. Donc peut-être que c'est elle qui m'attend, je ne sais pas. Mais nous, on va se dire au revoir, à part si vous avez quelque chose à dire encore, un petit peu, je ne sais pas. Parce que là, moi, il va se mettre à pleuvoir quelque chose, à mon avis. Mais ça fera du bien parce que, je ne sais pas si vous avez vu vos infos, où ça avait brûlé. Eh ben, ça a brûlé à Valgorge. Valgorge, voilà, on le dit. À 2 minutes de là, je le voyais de ma fenêtre et du travail. Donc, on a passé toute une après-midi à regarder le feu. Voilà, si mon chef, tu m'avais envoyé une vidéo que tu avais filmée directement sur la téloche avec la femme qui fait des pizzas. Ouais, voilà, à côté, il y a même la femme. J'ai une question. Ces pizzas, elle est faite au feu de bois? Elle est faite elle est faite en bas de chez moi, en tout cas. Elle est faite au feu de bois. Voilà, là, si je fais l'aller-retour, peut-être que j'aurai le temps de faire l'aller-retour, prendre une pizza, que le podcast sera pas terminé, tellement que c'est à côté. Donc du coup, voilà, ça fera du bien, il va pleuvoir, et puis voilà, ça va. Et puis chez ma mère aussi, ça brûle, je raconte ma vie. vous avez vu aussi Martine, Oui, Martine, ouais. Voilà, c'est chez ma mère. Ma mère, elle était loin, elle était à l'autre bout, en fait. Donc du coup, tout allait bien. Je pense que quand j'habitais avec la mère de mon fils, je pense qu'on aurait pris la fumée dans la gueule. Voilà, donc on va se quitter avec ces... on parle de feu, de sorcières qui cassent tout. Donc voilà, c'était pour... Rends-toi satanique. Rends-toi satanique. Elle fait comme ça étant jeune. Pourquoi ça me revient, je sais pas. Donc mais j'espère que vous écoutez ça peut-être en vacances, peut-être à la plage, savoir, dire des conneries comme ça. Donc nous on va se dire au revoir, je pense que c'est le moment de conclure là. On va se quitter en musique comme d'habitude avec le thème cette fois-ci principal d'Inferno, voilà, qu'on entend, on l'avait pas passé, et on va se quitter avec ça. Donc moi je profite pour vous faire un bisou. On se dit au mois d'août pour le gendarme, les extraterrestres et la soupe aux choux. Le doc, un petit mot de la fin. Eh ben, très bonnes vacances à tous si vous nous écoutez effectivement en vacances. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt. Voilà, monsieur Bouxtachu. On espère que ça vous a plu. On fait un gros bisou à tous. Ciao les filmovores. Prenez soin de vos biches et lavez-vous bien le gland, c'est très important. Arrivederci.
Et peut-il exister une association de sorcières? Oui, c'est un groupe sous la domination d'une reine, dont le pouvoir maléfique va bien au-delà du commun pouvoir de toutes les autres sorcières. C'est comme un cobra. Je veux dire, cette confrérie est comme un cobra, sa force est dans la tête. Ce groupe privé de tête est un peu comme un cobra décapité, il ne peut nuire. On peut ne pas ajouter foi à toutes ces choses, ne pas croire à la magie. Seulement moi, je vous dis que la magie, quandam ubique, quandam semper, quandam ab omnibus, creditum est. Ce qui veut dire, la magie est une chose à laquelle on croit, où et quand que ce soit, et qui que l'on soit. Qui est? Qui est là? Ah, je t'attendais. Tu es l'Américain. J'étais sûr que tu serais revenu. Ah, tu veux me tuer. Tu veux tuer le Namarco. Je te vois, tu sais. Je te vois. Crois-tu que j'aurais vécu jusqu'à maintenant s'il était aussi facile de me tuer? Je vais venir te prendre. Mais quel visage aurais-je lorsque tu verras Helena Marcos?